As-tu déjà embarqué dans l'univers viking d'Assassin's Creed Valhalla, mêlé entre pillage et combats féroces, tout en explorant des paysages somptueux, avant d'être brusquement sorti de ton expérience de jeu par une frustration qui peut être liée à un système ou une mécanique de gameplay? Eh bien, je te rassure, tu n'es pas seul sur ce coup-là. Donc, laisse-moi t'embêter dans cette réflexion et analyse experte sur l'expérience de joueur autour d'une partie de l'interface d'Assassin's Creed Valhalla qui n'est autre que son menu d'inventaire. UX Gamer au micro, à bord du Sony, bienvenue sur le premier épisode de Case Study. Kirk Hamilton, rédacteur chez Kotaku, a mentionné qu'un bon menu de jeu vidéo, c'est comme un bon roadie. Il reste à l'écart, les gens veulent jouer à des jeux, pas jouer avec les menus. Et ma foi, je suis plutôt d'accord avec lui. En sachant que pour un système d'inventaire, ça l'est d'autant plus, surtout si celui-ci il est négligé. Cela peut apporter de grosses répercussions sur l'expérience que l'on a en tant que joueur. Et même de gros jeux sortis récemment peuvent apporter l'apocalypse sur un plateau en termes de gestion d'inventaire pour certains joueurs, tels que Starfield ou Baldur's Gate 3, qui n'y échappent pas. Et ce qui est fascinant, c'est que pour pouvoir pallier à cette frustration, certains n'hésitent pas à créer des mods pour pouvoir continuer à apprécier le jeu et leur expérience manette en main. Et pareil, John Burnett a mentionné que traditionnellement, l'inventaire est l'écran le plus compliqué du jeu, ce qui est regrettable, car c'est aussi la page la plus visitée du jeu, juste derrière peut-être l'écran titre. Et en tant que joueur, tu t'attends normalement à naviguer dans un menu qui te semble visuellement attrayant et intéressant, mais surtout simple, rapide et facile à comprendre pour te permettre de retourner illico presto chercher la bonne. C'est pourquoi la conception d'un menu d'inventaire, c'est un défi de taille qui consiste à trouver un bon équilibre entre fonctionnalité, esthétique et temps passé dessus. Mais comment les développeurs y gèrent ça? Pour regarder de plus près, j'ai utilisé les principes du nombre d'heuristiques d'utilisabilité pour effectuer mon analyse et relever des problématiques liées à l'utilisabilité vécue par les interactions du joueur sur l'interface de jeu. What? Ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir comprendre en quelques minutes, et si je n'ai pas perdu mon moldu, ça donnerait quelque chose comme ça. L'utilisabilité, c'est la façon dont un utilisateur comprend le système et la manière avec laquelle il interagit avec, en prenant en compte les limitations du cerveau, telles que la perception, l'attention et la mémoire. Et les heuristiques d'utilisabilité sont des lignes directrices qui aident à identifier et à réduire les points de confusion ou de frustration qui peuvent survenir lors de l'interaction avec le jeu. En gros, vois ça comme une checklist qui te permet d'accompagner les équipes de développement pour déceler des problèmes d'utilisabilité que le joueur rencontrerait durant son expérience de jeu. Il en existe divers concepts, mais celui que j'ai utilisé et que l'on retrouvera tout au long de cette analyse se décompose en 7 piliers d'utilisabilité que je vais synthétiser, car c'est pas le sujet de cette vidéo, sinon ça serait trop long. On retrouve en premier les signes feedback, c'est-à-dire que le jeu doit fournir des indices visuels, audio ou haptiques et des retours clairs pour guider les joueurs et les informer sur leurs actions et les conséquences de celles-ci. Si je prends l'exemple de The Legend of Zelda Breath of the Wild, quand Link approche du Lynel, plusieurs signes se manifestent. Il y a un point d'interrogation pour susciter le questionnement, puis un point d'exclamation pour indiquer une découverte, la musique de combat démarre, la posture de combat s'active, et enfin le Lynel se précipite vers Link. Pour la clarté, ça signifie que le joueur doit pouvoir décoder facilement et adéquatement tous les signes et feedbacks du jeu en termes de perceptibilité. Par exemple, tout ce qui est contraste, police de texte utilisé, hiérarchie de l'information, etc. Et si je prends l'exemple de Super Smash Bros Ultimate, dans le menu, chaque section est identifiable par une icône et une palette de couleurs distincte avec une organisation de l'information ajustée en fonction de la taille des éléments affichés. Pour la forme suit la fonction, c'est la manière dont un personnage, une icône ou un symbole est dessiné doit clairement indiquer ce qu'il représente ou ce qu'il fait. Par exemple, dans Call of Duty Warzone, les atouts doivent clairement indiquer leur fonction visuellement, permettant aux joueurs de comprendre rapidement sans avoir à lire les descriptions, ce qui économise du temps dans la prise de décision. La cohérence concerne tous les éléments du jeu, comme les signes et feedback, les commandes, l'interface, les règles du jeu et les conventions qui doivent être claires et cohérentes. Dans les 3 derniers opus de la série Assassin's Creed, juste avant Mirage, avec Origin, Odyssey
et Valhalla, la cohérence entre ces 3 jeux est présente dans l'interface du HUD, avec les quêtes affichées en haut à gauche, le compas servant de jauge de danger au centre en haut, les feedbacks des objets reçus à gauche dans l'ordre de ramassage, et l'icône de sauvegarde toujours en bas à droite. En 5e point, on retrouve la charge de travail minimale. C'est un aspect super important où il faut réduire autant que possible les efforts de concentration et de mémorisation, mais aussi éviter les tensions musculaires et la fatigue physique, à moins qu'elles ne fassent partie intégrante du défi du jeu. Ce qui fait qu'en exemple physique, on peut prendre Just Dance, où l'objectif c'est de faire bouger les joueurs et de les faire transpirer, donc une certaine charge physique est une partie essentielle de l'expérience. Et si je prends un autre exemple, mais plutôt du côté cognitif, on peut prendre The Last of Us. Des éléments clés tels que la barre de vie, les munitions et la durabilité des armes sont constamment affichés à l'écran pour faciliter la compréhension et les efforts de mémorisation du joueur. En 6, on retrouve la prévention de l'erreur de récupération après erreur, c'est-à-dire que la conception devrait minimiser la possibilité d'erreur, mais si elles se produisent, le jeu devrait permettre aux joueurs de récupérer facilement et de comprendre comment éviter ces erreurs à l'avenir. Par exemple, dans Super Mario Bros. Wonders, si un joueur meurt en solo, il peut continuer le niveau grâce aux vies, tandis qu'en mode multijoueur, si l'un des joueurs meurt et qu'il reste des vies, il a une brève opportunité de retrouver son coéquipier en touchant dans les 5 secondes suivantes et peut le ramener dans la partie. Et enfin, la flexibilité et accessibilité, cela concerne toutes les options de personnalisation et d'ajustement que les joueurs peuvent choisir dans les réglages. Si je prends l'exemple de God of War Ragnarok, il est possible de modifier l'interface visuelle, mais aussi le gameplay pour faciliter l'expérience de jeu à tout type de joueurs, comme l'ajustement des contrastes, la personnalisation colorimétrique des sous-titres, l'ajout d'un filtre couleur, ou encore le remappage des touches. Et pour mieux orienter l'équipe de développement tel un logboss, il va te falloir également leur montrer le niveau de sévérité associé au problème que tu as décelé. En niveau 1, on va retrouver tout ce qui va être cosmétique, donc qui n'a pas besoin d'être corrigé, sauf si le projet dispose de plus de temps. En niveau 2, mineur, la résolution de ce problème doit être considérée comme peu prioritaire. Là, on monte au 3e niveau qui est tout ce qui va être majeur. Il est important de corriger le problème à ce niveau-là et il faut donc lui accorder une priorité élevée. Et enfin, là, c'est vraiment si c'est l'apocalypse totale, c'est le niveau 4, catastrophe. Là, il est vraiment impératif de résoudre le problème avant que le produit ne soit mis sur le marché. L'interface utilisateur de l'inventaire d'Assassin's Creed Valhalla reprend très bien les codes de certains jeux de la franchise d'Ubisoft, avec Origins, Odyssey ou Mirage, qui sont quasiment à l'identique et qui sont divisés en 3 grandes parties bien distinctes, où je mettrai en vert lesquelles je me suis attardé lors de mon inspection. On retrouve généralement un panneau de gauche lié aux munitions et objets de consommation, un panneau central mettant en avant les équipements du personnage et où le personnage est placé, un panneau de droite qui concerne généralement plus les éléments divers utilitaires tels que les ressources, et enfin un pied de page qui affiche généralement des contrôles supplémentaires. Pendant cette étape d'inspection, mes sessions de jeu se sont faites sur PC avec une manette Xbox, en prenant des notes détaillées et en enregistrant les problèmes d'utilisation. Tout cela m'a servi de base à la création de l'analyse et des propositions de solutions que je vais pouvoir te présenter dans quelques instants. Mais juste avant, si tu as tenu jusque-là, je te remercie et te présente sans plus attendre ce pourquoi tu as cliqué sur la vidéo. Justement, pour le tutoriel dans les 2 précédents opus, Odyssey et Origins, ils étaient inexistants dans le menu d'inventaire, tandis que dans celui-ci, il est présenté avec une fenêtre qui comporte 5 étapes. C'est le premier tutoriel que le joueur rencontrera pendant son aventure. Et généralement, les tutoriels sont faits pour apporter des informations pertinentes aux joueurs, mais aussi de la flexibilité dans la navigation. J'ai repéré quelques problèmes mineurs, comme l'absence de possibilité de revenir à une étape précédente, une formulation peu claire lors de la confirmation, et le manque d'indications pour revoir le tutoriel. Donc, voici quelques petites suggestions d'amélioration que je proposerai, comme un bouton précédent avec la touche X. Pourquoi ? Eh bien, c'est pour éviter cette frustration de devoir tout recommencer depuis le début. Il y a aussi le fait de remplacer OK par compris en guise d'affirmation comme confirmation, histoire de confirmer en tant que joueur d'avoir bien suivi les étapes et qu'il peut fermer la fenêtre une fois qu'il a tout en tête. Et seulement pour le premier tutoriel du jeu, un renvoi à la fenêtre didacticielle
si jamais il veut quitter ou revenir plus tard, afin de lui rappeler où les tutoriels se trouvent et qu'il peut les quitter quand bon lui semble. Et je pense qu'avec ces petits ajustements, le tutoriel devrait être plus convivial et flexible pour le joueur. Il est toujours utile de jeter un coup d'œil pour vérifier le niveau d'amélioration du carquois et des rations pour savoir quand effectuer la prochaine progression afin d'augmenter ses chances de survie. Néanmoins, l'affichage de la progression n'est composé que de petits rectangles, en particulier pour le carquois, sans éléments textuels dans l'overlay pour rappeler au joueur le niveau actuel. Ce qui fait que, comme recommandation, je verrais plutôt d'ajouter une petite info qui montrera le niveau d'amélioration placé entre le nombre maximum de ressources qu'il est possible de porter et les matériaux requis. En rajoutant cette info textuelle, le joueur va pouvoir voir en un clin d'œil à quel niveau d'amélioration il se trouve. Lorsqu'il s'agit de s'équiper des meilleures armes ou vêtements et de les améliorer, il est primordial de bien comprendre les effets qu'ils prodiguent, lesquels sont les meilleurs pour orienter son choix ou encore trier selon ses préférences de gameplay. Et ce sont sur ces points que j'ai remarqué différents niveaux de problèmes, tels que un manque d'indications pour accentuer la compréhension d'un effet, l'absence immédiate d'informations sur les ressources nécessaires à une amélioration, une absence totale d'indications visuelles lors d'une comparaison, une formulation qui peut être ambiguë et pas claire en français comme en anglais, une formulation peu claire concernant le tri par niveau, et enfin une absence de tri par rareté. C'est pourquoi je vais d'abord commencer par les recommandations dans la fenêtre des équipements où l'on peut retrouver les statistiques qui sont mises en évidence en bleu pour ne rater aucune information importante, par exemple les dégâts à distance qui correspondent à la stat d'attaque, l'affichage des matériaux juste après les runes. Cela permettra de garder une consistance et de permettre au joueur de garder le focus sur l'amélioration de son équipement. Pour la fenêtre de la main principale, lors de la comparaison de deux objets, si les stats augmentent, le joueur verra une flèche verte pointant vers le haut et si elle baisse, naturellement une flèche rouge vers le bas. Un classique qui rend tout de suite plus clair, non? Et concernant l'affichage des triples flèches utilisées dans la forge, pour rendre la comparaison encore plus évidente, donc si le joueur décide d'équiper l'objet, comparer, tout devient plus fluide. Et ajouter le mot actuellement devant équiper pour éviter toute confusion. Et enfin, en ce qui concerne la fonctionnalité de tri, un tri par niveau d'amélioration sera affiché pour bien préciser qu'il s'agit des améliorations apportées aux armes et non d'un niveau de force. Et enfin, un tri par rareté dans le cas où le joueur ne serait intéressé à voir que les armes qu'il a dans une rareté spécifique. Il faut que le jeu garde une consistance dans sa façon de naviguer à travers ses menus pour éviter de frustrer le joueur, ce qui n'est pas le cas du menu Stats de héros. J'ai constaté qu'il n'était pas possible de faire défiler le contenu sans mettre curseur dans la zone d'information comparé aux détails du sac et des runes. Ce qui est étrange, c'est pourquoi en termes de suggestions, je recommande de pouvoir faire défiler le contenu avec le joystick droit, tout comme dans les menus sac et runes d'armes, et cela pour garder la navigation cohérente et intuitive. Enfin, les runes occupent également une place importante dans l'amélioration des équipements, mais un problème mineur m'a sauté aux yeux. Celui du tri qui, par catégorie, n'en est pas vraiment un. La seule recommandation que j'y verrais serait la possibilité de catégoriser réellement les runes en les classant par type de rune, comme le tri par catégorie qu'on retrouve dans la main principale. Et cela rendrait l'identification des runes beaucoup plus simple et rapide. Le joueur pourrait alors trouver ce dont il a besoin en un clin d'œil. Et pour terminer, je me suis amusé à créer un prototype interactif que j'ai fait sur Figma, chose qui n'est pas du tout obligatoire, je te rassure, pour pouvoir tester manette en main mes recommandations. Tu pourras trouver le lien en description de la vidéo pour t'amuser avec. Donc, afin de naviguer correctement dans le prototype, il va te falloir une manette d'Xbox ou de PlayStation et utiliser le joystick gauche. Mais sache qu'il est limité qu'aux pages et fonctionnalités que j'ai analysées, donc ne sois pas trop frustré si tu ne peux pas tout explorer. La touche A sera pour pouvoir valider et B pour pouvoir revenir en arrière. Et c'est vrai, il n'est pas possible d'utiliser un curseur, mais seulement un joystick, et ça c'est à cause des limitations de Figma. J'espère que cette petite étude sur le menu d'inventaire d'Assassin's Creed Valhalla t'a plu, que tu as aussi pu découvrir en surface ce qu'est une analyse heuristique et comment la mettre en pratique sur un jeu vidéo. Et je suis super curieux de savoir si, comme moi, tu as eu des frustrations sur d'autres jeux et que tu aimerais que je les analyse sous forme de case study, n'hésite pas à me le dire en commentaire.
C'était UX Gamer. Merci d'avoir regardé. Peace.